Le Spitfire, un avion exceptionnel entré dans la légende pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit qu'il a gagné la guerre, on dit même qu'il a sauvé la démocratie. Cet avion de chasse anglais conçu par Reginald Mitchell dans les années 30 collectionne les qualités. Beau, puissant, rapide, maniable, léger, il est aussi une véritable plateforme de tir. Sous son capot, plus de 1500 chevaux lui permettent d'atteindre presque 750 km/h. La même vitesse qu'un Airbus, mais avec une hélice. Un avion mythique. La meilleure preuve que c'est un avion mythique, c'est que lorsque Margaret Thatcher était Premier ministre, eh bien, son gouvernement a décrété que les Spitfire, tous les Spitfire du monde, et il en reste aujourd'hui à peu près une quarantaine en état de vol dans le monde, que tous les Spitfire du monde étaient monuments historiques britanniques. Techniquement, c'est quand même un avion comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il est léger, puissant, et il a un comportement un petit peu de cheval de course. Hein. C'est quand même quelque chose qui part très très vite et dans tous les sens. Difficile donc de piloter un Spitfire, et d'ailleurs ces pilotes sont moins nombreux que le cercle déjà restreint des astronautes. Seule une toute petite élite peut piloter de telles machines. Mais même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'un accident. Nous sommes ici en Suisse en 1978, aux commandes Pete Turn, l'un des pilotes les plus chevronnés de la Royal Air Force, et pourtant... Heureusement, ni Pete Turn ni le pilote du T6 ne seront gravement blessés. C'est des miraculés, hein. Il faut savoir que sur le Spitfire, le réservoir d'essence se trouve placé juste devant les genoux du pilote, entre l'habitacle et le moteur. Et là-dedans, comme il rentrait chez lui en Angleterre, il y a 600 litres d'essence. Et le T6, l'avion qui était en face, a lui ses réservoirs de part et d'autre du fuselage, dans l'emplanture des ailes, et il devait bien avoir 300 ou 400 litres, c'est à peu près ce qu'on met là-dedans. Donc au total, il y avait à peu près 1000 litres d'essence sur la piste à ce moment-là. C'est la première fois que je vois ces images, et je remarque que visiblement, le pilote hollandais n'avait pas vu que son aile était arrachée, et c'est pour ça qu'il s'est cassé la jambe au sautant. Moi, je suis resté dans le cockpit car je n'arrivais pas à couper le moteur. Et il fallait absolument couper l'arrivée d'essence. C'est pour cette raison que je ne suis pas sorti de l'appareil immédiatement. Sur l'aérodrome de Bex, le lendemain du meeting aérien, les pilotes décollent chacun leur tour pour rentrer chez eux. L'ambiance est détendue, trop détendue, car dans la tour de contrôle, pour donner l'ordre de décoller, il n'y a personne. Les pilotes se débrouillent à vue. Mais quand vient le tour du Spitfire, les choses se compliquent. Il se présente sur la piste alors qu'un autre avion, un T6, s'y trouve encore. Pete Turn comprend qu'il peut décoller, mais l'ordre vient d'un plaisantin et non de la tour. Tony Kupfer était chef de piste ce jour-là. Le T6 remonte la piste, le Spitfire était prêt à décoller, on lui donne autorisation de décoller. Un membre du club qui était à la buvette dit Spitfire go. Donc il met les gaz, la queue se lève rapidement, et il se trouve tout d'un coup en face du T6. Et il a rencontré le T6, qui l'a repoussé environ une quarantaine de mètres jusqu'à la hauteur de la tour de contrôle. J'ai vu l'appareil. Je devais être à 110 km/h, ce qui représente environ 6 mètres par seconde. J'avais à peu près 1 seconde pour réfléchir. C'est très court pour prendre une décision. Je me sens responsable parce que j'aurais dû avoir pensé, imaginer que le lundi, il fallait aussi les spécialistes de la tour de contrôle de Genève qui s'occupaient de la sécurité en vol. Pendant 2 mois, j'ai mal dormi la nuit. On avait tous honte, quoi. Un quiproquo, un énorme malentendu qui a provoqué un crash. Mais dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. Le pilote doit vérifier lui aussi les informations qu'il reçoit, et en l'occurrence, c'était difficile. En aviation, il faut toujours faire les choses 2 fois, voire 3 fois. Il faut toujours revenir et s'assurer toujours de la possibilité de décoller, par exemple, sur une piste libre. La première des choses, c'est que dans le Spitfire, on ne voit rien devant. Dans le T6 non plus d'ailleurs. La verrière est tout à fait étroite et même quand la tête est embutée en hauteur, on ne voit pratiquement rien à l'avant. Ceci est dû surtout au montant de chaque côté de la verrière qui font que malheureusement nous n'avons pas de visibilité frontale. Pendant la guerre, très souvent, lorsqu'il y avait beaucoup d'avions qui roulaient au sol, d'avions de ce genre-là, des avions avec le moteur très haut devant le pilote, eh bien on mettait un mécano sur l'aile. Le mécano était sur l'aile et guidait le pilote par geste, et donc ça assurait une sécurité supplémentaire. Ce qui est le plus effrayant dans cet accident, c'est que on n'a pas le temps d'avoir peur. Je ne souhaite pas garder de souvenirs de cet accident. C'est trop triste. Mais quand on a le pilotage dans la peau, on oublie et on y retourne. La preuve. Après cet accident, je me suis remis à piloter dès la semaine suivante.
Le Spitfire a été pris en charge par le service de réparation de la Royal Air Force. Puis il a été ramené en Angleterre. Aujourd'hui, il vole toujours avec l'escadron de bataille britannique. Ce que j'ai retenu de cet accident, ne pas forcément faire confiance à la tour de contrôle. Décidément, les Anglais ne se départiront jamais de leur formidable sens de l'humour.